Le 17 juin 2007, Sebastian Vettel fait ses débuts au Grand Prix des États-Unis. Par la suite, l'Allemand deviendra une légende de la discipline, gagnant 4 titres et se plaçant en tant que 3e plus gros palmarès de la Formule 1. Après lui, 49 pilotes feront leur début. George Russell, Lando Norris, Alexander Albon étant les derniers en date. Depuis 2007, aucun des 49 rookies n'est devenu champion du monde. Seuls 5 ont gagné les courses. Seuls 15 ont fait un podium. Seuls 16 sont encore là aujourd'hui et j'en compte 27 qui ne sont pas restés plus de 2 saisons. Chaque samedi, en attendant le retour de la F1, je te propose cette nouvelle série où nous allons revenir sur le destin de 18 pilotes qui ne sont pas restés et qui pour la plupart ont été moqués. Pas à leur place, nuls, chèvres, pilotes payants, aujourd'hui on rétablit la vérité. Était-il si mauvais ? Était-il si mauvais? Épisode 5, nous y voilà, on a déjà parlé de 9 pilotes, en voici 3 autres. Avant de commencer, tout d'abord, 2 rappels, si vous n'avez pas vu les 4 premiers épisodes, ils sont dans la description, je vous encourage à aller les voir. Et ensuite, le deuxième rappel, c'est que la note qu'on donne à la fin pour chaque pilote est un mix entre sa carrière et celle qu'il aurait dû faire selon notre jugement. Voilà, c'est en aucun cas une note qui est censée définir le niveau du pilote. Allez, on attaque directement avec Felipe Nasser. Felipe Nasser, brésilien, 27 ans aujourd'hui, 23 quand il a débuté en Formule 1. 2 saisons chez Sauber en 2015 et 2016. Champion de kart au Brésil, il rejoint ensuite l'Europe où il devient champion de BMW Europe en 2009. À cette époque, il obtient donc le soutien de Sauber et il est pas loin de faire des tests en Formule 1 mais l'écurie a quelques problèmes et il se retire du championnat. Dommage, ça ne passe pas loin pour des premiers tests pour Nasser. Felipe poursuit donc son apprentissage par la Formule 3 britannique qu'il remporte du deuxième coup en 2011. Cela lui ouvre les portes du GP2. Il fait une saison avec Dams où il finit 10e avec 4 podiums, puis 2 saisons chez Carlin où il fait 4e puis 3e du général, accumulant 4 victoires et 16 podiums. Ce parcours très glorieux chez les jeunes devrait lui ouvrir les portes de la Formule 1, mais malheureusement il ne séduit pas et il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait qu'à l'époque les équipes avaient peu de flexibilité niveau pilote. Il faudra attendre que Banco do Brasil vienne l'aider pour qu'il obtienne un rôle de pilote réserviste chez Williams en 2014. Ce partenariat avec Banco do Brasil va être à la fois la chance de sa carrière et un boulet qu'il va traîner, mais on en reparlera. Ainsi, à l'orée de la saison 2015, Sauber va se rappeler de Nasser qu'elle avait failli engager 6 ans plus tôt et cette année va le prendre pour la Formule 1 en 2015. On va pas se mentir, les billets de Banco do Brasil ont pas mal aidé. Pas grave, Felipe est enfin en Formule 1 et c'est un vrai bonheur pour lui. D'entrée de jeu, il va faire honneur à son parcours chez les jeunes en arrachant la Q3 puis la 5e place du Grand Prix d'Australie. Une première très impressionnante, suivie 2 courses plus tard d'une 8e place en Chine. Nasser se montre. Pour définitivement montrer qu'il a du talent, il va être l'auteur d'une 9e place à Monaco, mais après il va y avoir un passage plus difficile. Pendant que son coéquipier Ericsson rentre 3 fois dans les points, Nasser connaît lui 6 Grands Prix sans points. Mais avec sa 10e place en Italie, sa 6e à Singapour et sa 9e aux États-Unis, Felipe finit d'assommer Ericsson et le bat 27 points à 9 au championnat final. Et sincèrement, il a été très convaincant avec à la clé plusieurs très beaux résultats. Pour 2016, le duo Nasser-Ericsson est reconduit chez Sauber, mais malheureusement la voiture sera vraiment catastrophique. Ils vont être en fond de grille toute l'année, ils n'arriveront jamais à faire monter la voiture dans le classement et l'écurie aura même de graves soucis financiers qui la menaceront de disparition. Jamais capable d'entrer dans les points ? Pas tout à fait. Lors de l'avant-dernier Grand Prix au Brésil, Nasser s'illustre en faisant une course quasi parfaite dans des conditions changeantes et malgré des accidents et des safety cars. Au final, il termine 9e et marque 2 points. Ses 2 seuls points de la saison et les 2 seuls de Sauber qui sauve sa tête grâce à ça en terminant 9e du classement devant Marussia. Sauveur de son équipe, Felipe espère continuer sur sa lancée en 2017 et Quoi ? Comment ça ? Et oui, la mauvaise nouvelle tombe peu après ce Grand Prix. Banco do Brasil arrête de subventionner la carrière de Nasser à cause de problèmes financiers au Brésil. Tellement en difficulté financière, Sauber a violemment rejeté Nasser à l'annonce de la perte de son sponsor pour prendre Pascal Wehrlein et ses autres sources d'argent. Nasser a sauvé la peau de Sauber, mais Sauber ne sauve pas la peau de Nasser. Et oui, la F1 est un monde cruel et cynique. Nasser n'est pas le premier ni le dernier à en faire les frais, mais là c'est particulièrement violent. Banco do Brasil a été à la fois son sauveur et son bourreau. Sans ce soutien, il n'aurait jamais pu en arriver en F1, ce qui est une énorme anomalie quand on regarde son parcours chez les jeunes. Mais il n'a pu obtenir sa place en Formule 1 qu'avec de l'aide financière, ce qui lui a donné l'image d'un pilote payant, alors que non, c'était justement un mec talentueux sans argent. Du coup, je vais mettre une très bonne note à Nasser, je vais lui mettre un 7 sur 10. Tout d'abord, il aurait mérité sa place en Formule 1 grâce à son parcours en jeune. Ensuite, en Formule 1, il a été plutôt très convaincant, il a de très beaux résultats. Il a sauvé Sauber, il a fait une 5e, une 6e place avec une voiture très moyenne. Et ensuite, son éviction est totalement injuste et brutale. Dans un monde bien fait, Nasser reste en Formule 1 à minima une saison de plus et continue de progresser. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça pour lui et c'est assez regrettable.
Guido van der Garde, néerlandais, 34 ans, 28 au moment de sa seule saison en F1 en 2013 chez Caterham. Lui a un parcours bien particulier. Après des succès en karting, il intègre le programme de jeunes pilotes de Renault, mais au bout de 2 ans, il en est renvoyé après une saison de F3 Euroseries assez moyenne. Il peinera à rebondir notamment dans l'ombre de Vettel et de Di Resta, mais trouvera refuge dans le programme de développement de McLaren. Pour peu de temps, car là aussi, il sera lâché. Bon, après du coup, tout se complique un peu. Il rejoint Spyker, mais l'écurie disparaît pour soucis financiers. Il se dirige donc vers la Formule Renault 3.5 qu'il remporte dès la première année. Puis ensuite, de 2009 à 2012, il va courir à la fois en GP2 classique et en GP2 Asia Series. En GP2, il y aura quelques victoires, 3 en 2009 puis 2 en 2012 où il finit 6ème du général. À cette époque, il court avec Caterham, nouveau programme sportif qui s'est inscrit en Formule 1 depuis 2012. Guido en est d'ailleurs le pilote réserviste. Mais en 2013, il va devenir pilote de Formule 1 à plein temps chez Caterham. Malheureusement, on se rappelle plus de ces voitures pour les moqueries qu'elle a engendrées plutôt que pour les résultats qu'elle a obtenus. Ni Guido ni Charles Pic ne parviendront à faire de miracle avec cette voiture catastrophique. Guido ne se distingue que 2 fois avec 2 apparitions en Q2 sous la pluie. Oui, vous avez raison, Guido s'est aussi distingué par quelques petites erreurs et une petite réputation dans le paddock, notamment cette fois où il n'a pas voulu laisser passer Weber au Grand Prix du Canada, et voici ce que Christian Horner a dit de lui. Enfin bon, cette saison se termine sans miracle et malheureusement c'est la dernière de Guido en Formule 1 puisque Caterham va le lâcher. Il va alors se tourner vers Sauber pour trouver une place de pilote réserviste. Il pense même devenir titulaire en Formule 1 chez Sauber pour 2017 car il a un contrat. Mais problème, il n'est pas le seul vu que le patron de l'écurie a un peu déconné. Va s'en suivre une bataille judiciaire qui rapportera beaucoup d'argent à Guido mais ne lui permettra pas de reconduire une Formule 1. Je vous renvoie vers la vidéo du Blabla F1 qui a parlé de cette fois où Sauber avait 3 pilotes pour 2 places. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de Van der Garde en Formule 1, une histoire courte mais comme il l'a indiqué, il a réalisé son rêve. Pour trancher c'est un peu difficile, il avait une voiture trop mauvaise et une saison c'est trop peu. Pour ce qui est de son parcours avant la F1, il est tout à fait honorable. Certes, il n'était pas le meilleur, mais il a bien fait ses gammes et obtenu quelques succès. Sur son arrivée en F1, pas grand chose à dire non plus, il est rentré dans la structure Caterham dès le GP2 et a gravi l'échelon vers la Formule 1. Et oui, il avait des sponsors qui l'ont aidé, ça va de soi. Niveau note, je vais lui mettre un 4,5 sur 10 car je trouve qu'au final, les effets positifs et négatifs tendent à s'équilibrer. Il méritait d'arriver là, mais n'était pas le meilleur des pilotes et aurait pu faire 1 ou 2 saisons de plus. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur lui, il n'y a pas véritablement de scandale ou d'injustice sur son cas. Luca Di Grassi, brésilien, 35 ans, 25 au moment de sa seule saison en F1 en 2010 chez Virgin. Notre 3e client présente lui aussi une carrière assez atypique, si aujourd'hui il est connu pour être l'un des 2-3 meilleurs pilotes de l'histoire de la Formula I, il a connu quelques galères avec la Formule 1. Après du karting au Brésil, un titre de vice-champion de Formule Renault et une blessure en F3 sud-américaine, Di Grassi commence à faire parler de lui en 2004. Cette année-là, il est engagé en F3 britannique, empoche 2 victoires et un podium à Macao. C'est à ce moment que Renault l'engage dans son académie, mais attention, il est encore très loin de la Formule 1. En 2005, sa saison de F3 Euroseries est encourageante puisqu'il termine 3ème derrière Hamilton et Sutil avec une victoire à Macao. Mais en 2006, la déception commence puisqu'il termine 17ème de sa première saison de GP2. Grâce à son engagement pour Renault, il obtient un volant chez Hart et ça va aller mieux, il finit 2ème derrière Glock en 2007. Mais il perd son siège chez Hart et en trouve un de justesse chez Campos, ce qui ne l'empêche pas de finir 3ème du championnat avec 3 victoires. Et c'est à partir de là que la F1 va lui offrir quelques déceptions. En tant que pilote du groupe Renault, il espère obtenir une belle place pour 2009, mais Renault choisit Piquet en pilote numéro 2 et Grosjean en pilote numéro 3. Di Grassi est obligé de refaire une nouvelle année de GP2. Année de GP2 qu'il termine encore à la 3ème place, et pendant ce temps en Formule 1, Renault a viré Piquet, a mis Grosjean en pilote numéro 2, Di Grassi passe donc pilote numéro 3. Il n'est même pas loin de conduire la F1 à Singapour quand Grosjean est malade, mais encore une fois, ça lui passe sous le nez. À 25 ans, Di Grassi est encore le dindon de la farce fin 2009 quand Grosjean est viré de Renault, mais que la marque préfère prendre Petrov plutôt que lui. Là, ça commence à bien faire. Lucas quitte Renault et se dirige vers Manor, une structure qu'il avait accueillie quand il était en Formule 3. Ça tombe bien puisque Manor cherche justement à monter une équipe pour la Formule 1 et va y parvenir grâce au soutien financier de la marque Virgin. L'écurie s'appellera même Virgin tellement le soutien financier a été énorme. Enfin, Di Grassi est en Formule 1 aux côtés de Timo Glock avec qui il se battait en GP2 en 2007. Malheureusement, la voiture est une poubelle, la pire du plateau, et en plus, il sera victime de beaucoup de problèmes mécaniques. Il n'y a rien à retenir de la saison si ce n'est que Glock, plus expérimenté, a fait mieux que lui. Pour couronner le tout, Virgin Manor est en manque d'argent et cherche à attirer un pilote payant
pour 2011 et en plus, Di Grassi compromet ses chances avec 2 gros crashs sur les 4 derniers Grands Prix. Adieu la Formule 1. Longtemps affilié à Renault, Di Grassi aurait pu obtenir sa place en Formule 1 plus tôt. Il y a 2-3 fois où ça lui est passé sous le nez de manière assez peut-être injuste, on peut le dire. Donc ça, oui, forcément, ça joue en sa faveur. Il aurait pu arriver en F1 plus tôt, il aurait pu avoir une autre carrière. Avec Sutil ou Glock, il était un des jeunes espoirs et il aurait pu, comme eux, faire une vraie petite carrière. Malheureusement, on sait, il n'a pu faire qu'une saison et c'était dans de mauvaises conditions avec la toute petite écurie Virgin Manor qui n'a jamais fonctionné. Je crois que son rôle chez Renault l'a longtemps bloqué et qu'ensuite il était déjà un peu vieux et que son année dans la catastrophique Virgin l'a définitivement plombé. Après ça, plus personne ne croyait en lui et d'autres tapaient à la porte. Du coup, je lui mets un bon 6,5 sur 10. Son talent est incontestable, son parcours en jeune est totalement méritant et il aurait pu mériter de faire une autre carrière, il a parfois été snobé. Il a vraiment joué de malchance avec le petit monde de la Formule 1 et je me dis que dans une dimension parallèle, il aurait pu devenir un vrai bon pilote du milieu tableau. Mais après, est-ce qu'il aurait fait la carrière d'un Perez, d'un Hülkenberg, d'un Sutil ou bien d'un Palmer? Ça, c'est beaucoup plus difficile à dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé travailler sur les 3 pilotes du jour. Je trouve qu'on a vraiment 3 destins assez fascinants, différents et intrigants. Nasser a vécu une injustice, Di Grassi était un pilote qui aurait pu mériter une autre carrière, et Van de Garde au final reste un mec assez mystérieux, donc voilà. 3 mecs assez différents que franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier et à analyser. Du coup je vous encourage à me donner vos notes pour les 3 pilotes dans les commentaires, à me donner vos avis, à me dire si j'ai été trop sévère, trop indulgent, dites-moi, j'ai envie de savoir. Je vous encourage aussi à mettre un like si vous aimez ce format, si vous aimez la chaîne, à vous abonner, etc. etc. Tout cela m'aide énormément et me soutient beaucoup, je vous en remercie. En attendant, on se retrouve bientôt pour du nouveau contenu. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.